Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo consacrée à GitHub et Azure DevOps, un parallèle et un face-à-face qui va permettre effectivement de distinguer les différences et les similarités qu'on peut avoir entre les deux solutions. C'est une question qu'on me pose assez régulièrement en me disant, en fait, GitHub appartient à Microsoft aujourd'hui, il y a une solution d'un côté, il y a une solution de l'autre, laquelle retenir, c'est quoi les différences et dans quel scénario il est plus pertinent de prendre une solution versus l'autre. Donc l'objectif de cette vidéo, en fait, eh bien, c'est simplement de se faire une vue d'ensemble des deux solutions, présentées en mode parallèle et face à face, et donc de voir un petit peu comment elles s'articulent, et puis un petit peu la stratégie qu'on a du côté Microsoft pour les prochaines années sur le sujet. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va voir pour finalement comparer les deux? On va regarder un petit peu les différents composants, mais le premier composant auquel on pense bien entendu quand on va faire du GitHub, c'est la partie repo. Donc, GitHub repo d'un côté, Azure repo de l'autre. Donc Azure repo en fait, est un dépôt de code source, qui historiquement était basé, sur une technologie, qui était, TFVC, qui était plutôt centralisée, à l'inverse de Git qui est complètement décentralisé. Aujourd'hui, quand vous allez créer un nouveau repo, dans un projet Azure DevOps, globalement, vous aurez le choix entre prendre un repo au format Git ou au format TFVC, sachant qu'aujourd'hui, là, généralement, c'est Git qui l'emporte toujours, simplement parce que c'est la techno maintenant qui est retenue par, l'ensemble du marché. Donc ce repo Git peut être, un repo public, ou un repo privé. Généralement, on va plutôt voir et on va plutôt retrouver, en fait, Azure Repo, pour des repos, privés, en mode entreprise. C'est une solution qui est préférée par les entreprises parce qu'effectivement, il y a un historique, qui date de beaucoup d'années effectivement, sur la solution qui a évolué au fur et à mesure, qui s'appelait effectivement avant Team Foundation Server, et puis après effectivement il y a eu un renommage de l'ensemble de la solution, en Azure DevOps et avec la partie, Azure Repo dans Azure DevOps. Donc c'est plutôt préféré effectivement par les entreprises et donc on va retrouver, plus généralement, des projets propriétaires, effectivement dans de l'Azure Repo. Alors à l'inverse, si on regarde du côté, de GitHub, la chose la plus connue, de GitHub, c'est effectivement, probablement la partie repo. On connaît tous les repos, GitHub, on va dire, individuels, mais un dépôt de GitHub individuel peut également être, peut être lié à une organisation, et on peut avoir une organisation derrière qui vont contenir, des nouveaux repos. Effectivement, quand on va créer un nouveau repo, dans GitHub, on pourra choisir de faire un repo, là encore, public ou un repo, privé. Donc, comme je l'ai dit, hein, là, sur GitHub, on n'est que sur la techno Git, mais ça nous suffit généralement, assez. Et puis donc, on va avoir la possibilité de faire un dépôt public ou un dépôt privé. Alors, GitHub est, on va dire, préféré par la communauté. Comme je le disais tout à l'heure que Azure Repo était bien aimé des organisations par rapport à l'historique. Là, GitHub, effectivement, est arrivé et monté en puissance grâce, aux usages communautaires. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de projets, effectivement, open source, qui sont aujourd'hui hébergés sur GitHub. Et au passage également, pour des projets hébergés sur GitHub complètement open source, désormais, on met également à disposition des ressources Azure. Ça, c'est une nouveauté qui est annoncée au mois de septembre 2021. Donc préféré par la communauté, et puis, finalement GitHub aujourd'hui c'est probablement la meilleure plateforme des 2 en tout cas, quand on veut être sur une approche du type, inner source et donc mettre en place de la culture également open source, avec les bénéfices que ça a derrière au sein d'une organisation. Alors, point important, on verra qu'effectivement, on n'est pas non plus sur 2 solutions qui sont silotées, hein. On va voir qu'on va pouvoir utiliser notamment des pipelines du côté Azure, tout en utilisant en fait des repos du côté GitHub. Donc pour terminer sur la partie repo, quand on est sur de l'Azure DevOps, dans un projet, Azure DevOps, quand on va créer un projet de Azure DevOps, par défaut, en fait, on aura un repo qui sera créé, mais rien n'empêche après de créer des repos, additionnels au sein d'un même projet. Voilà. Et puis ensuite, bon là, il est désactivé ici, dans mon exemple. Mais effectivement, on peut venir après se rajouter effectivement un nouveau repo au sein d'un même projet. Et là, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut choisir entre le format Git ou TFVC. Et puis ensuite, c'est relativement classique, c'est de l'usage d'un repo Git tout à fait standard. Alors, ensuite, en général, avec la notion de repo, va venir également la notion de pipeline. C'est-à-dire qu'on va avoir du code. Alors,
code qui peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être du code applicatif, ça peut être du code infrastructure, ça peut être des manifestes Kubernetes, ça peut être du code de type policy, voilà. Il y a pas mal de types de codes différents qu'on peut avoir, mais généralement, effectivement, quand on va avoir un repo, on va associer ça derrière avec du traitement automatisé sous la forme de pipeline. Donc des pipelines qui sont soit des pipelines d'intégration, des pipelines de build, soit des pipelines de déploiement. Et donc, en général, on va parler de CI/CD, donc Continuous Integration, ça veut dire que quand des choses seront validées ou modifiées dans un repo, ça déclenchera de manière automatique des pipelines CI, donc Continuous Integration, donc des pipelines de build. Et puis, quand on aura des artefacts qui ont été créés à l'issue en général de ces pipelines, eh bien, ces pipelines vont déclencher derrière, enfin, ces artefacts vont déclencher le déploiement de nouveaux pipelines en mode CD, Continuous Delivery ou Deployment. Donc, côté Azure DevOps, on a Azure Pipeline. Donc, Azure Pipeline, en fait, est disponible en deux formats. Alors, historiquement, on pouvait créer les pipelines de manière très graphique au travers du portail d'Azure DevOps. Désormais, on encourage fortement l'usage et la modélisation des pipelines sous la forme de code YAML. Alors c'est très très bien documenté, hein. Et donc effectivement, désormais les pipelines ne seront plus des choses graphiques, mais plutôt effectivement du code, sachant qu'il y a, comme vous le voyez ici, quand même des assistants qui vous permettent en fait de faire de l'intelligence, de remplir des blocs de manière assez simple, etc. Voilà. Mais retenez aujourd'hui que qu'on parle des pipelines d'intégration ou qu'on parle des pipelines de déploiement, on va s'encourager à faire du YAML aujourd'hui versus on va dire les pipelines classiques qui étaient faits entièrement en mode graphique. Ces pipelines sont déclenchés dans Azure Pipeline par des triggers, donc un déclencheur. Ces triggers peuvent prendre différentes formes, hein, mais globalement, effectivement, on va avoir deux types de triggers. Alors, les triggers de build et les triggers de release. Et c'est là, effectivement, où on a les deux types de pipelines, les pipelines en mode continuous integration et les pipelines en mode continuous delivery. Donc, pipeline de build versus pipeline de release, ou pipeline de déploiement. Ces pipelines, donc dans un pipeline, on peut avoir un ou plusieurs stages. Et ces stages, après, vont contenir un ou plusieurs jobs. Les jobs vont contenir une ou plusieurs étapes qui vont contenir des tâches. Alors, si je me rappelle bien ici, je crois qu'on a un... Voilà. On peut avoir un job relativement simple. Alors, vous voyez que chaque fois qu'on vous propose dans l'interface les options classiques ou YAML, comme je l'ai dit, hein, je vous encourage fortement à faire du YAML. Mais sachez qu'un pipeline, effectivement, va avoir différentes steps qu'on va nommer. Et puis ensuite, dans les steps, on va mettre différents jobs, etc. Voilà. Donc ça, c'est plutôt assez classique dans l'organisation d'un pipeline. Et puis, ces pipelines, en fait, c'est ni plus ni moins finalement qu'un ensemble d'actions qui vont être déclenchées, qui vont nécessiter du compute. Et donc, ce compute, il doit tourner sur ce qu'on appelle des Azure Pipeline Agents. Donc, ce sont ni plus ni moins que des environnements d'exécution qui vont faire tourner de manière éphémère l'ensemble des opérations qui sont décrites au niveau des stages, des jobs, et puis après jusqu'aux tâches. Alors, sur les pipelines, on peut avoir, enfin sur les agents, pardon, enfin de pipeline, on en a différents. Le plus communément utilisé est le Microsoft Hosted Agent. Donc en gros, ce sont des machines virtuelles, des containers qui sont exécutés sur la plateforme Azure DevOps. En gros, c'est dans Azure et donc c'est géré par Microsoft et c'est hosté chez nous. Et donc là, on aura deux options, effectivement. Soit ce sera des machines virtuelles, avec derrière différentes déclinaisons de systèmes d'exploitation. Donc ça va aller des plus récents côté Windows, en passant par les Linux et puis macOS. Là, j'ai mis des liens ici, mais chacune des images en fait est définie. Donc c'est dans GitHub ici, dans les Virtual Environment, on va retrouver le détail de ce que contiennent ces agents, hein, ou ces VM avec tous les composants qui vont bien. Donc vous savez que par exemple de base, effectivement, il y a tout un ensemble d'outils qui sont déjà installés sur ces Microsoft Hosted Agent et potentiellement vous n'êtes pas obligé de tout réinstaller dessus. Donc vous avez déjà des composants disponibles. Je sais pas, vous faites du Kubernetes, vous voulez déployer un client Helm, eh bien le client Helm en fait est déjà installé par exemple dans cette machine-là.
Et on voit l'ensemble de l'outillage ici qui est disponible. S'il manque après des outils, ben, libre à vous, dans les étapes du pipeline, de venir installer ces outils. Et vous remarquerez effectivement, par exemple, les CLI des différents cloud hyperscale sont déjà installés nativement dans Azure DevOps. Azure DevOps n'étant pas réservé à Azure, malgré ce que son nom peut indiquer. Donc là, on a le détail, je vous ai montré ici avec un Windows, mais ce serait pareil effectivement avec la partie Linux, Mac, etc. Et puis on peut également avoir les machines, pardon, les Microsoft Hosted Agent instanciés sous la forme de containers, là encore avec différentes images de containers. On peut également choisir de hoster en fait les agents d'exécution des pipelines dans son propre environnement ou de gérer soi-même ces agents, donc d'avoir des systèmes sur lesquels on a installé les composants qui vont bien pour pouvoir être connectés à Azure DevOps. Et donc ça permet par exemple des fois d'avoir des pipelines qui sont instanciés enfin des agents pardon, qui sont instanciés dans un data center ou dans un environnement Azure privatif, et néanmoins de pouvoir en fait effectivement les utiliser sans avoir un endpoint public. Donc ces agents seront reliés en fait à Azure DevOps par une connexion traditionnellement en TLS. Et donc ça c'est vous qui allez du coup gérer et choisir l'endroit où vous voulez hoster ces agents. Ça peut être dans un data center, ça peut être chez un autre fournisseur de cloud ou ailleurs. Donc ça, c'était du côté des pipelines d'Azure DevOps. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des pipelines chez GitHub. Alors les pipelines chez GitHub ne s'appellent pas des pipelines. Ça s'appelle la solution s'appelle GitHub Action, GitHub Actions, pardon. Et en fait, ça va s'appuyer sur ce qu'on appelle des workflows. Ces workflows, en fait, sont ni plus ni moins, effectivement, et ressemblent assez fortement à ce qu'on peut avoir dans la partie Azure Pipeline, à savoir que un workflow, un pipeline, est déclenché par un événement, un event, et que un workflow GitHub va être composé d'un ou plusieurs jobs qui auront une ou plusieurs steps, qui auront une ou plusieurs actions. Donc vous remarquerez ici que job et step se retrouvent des deux côtés des pipelines. La différence, effectivement, ici on parlait de task du côté d'Azure Pipeline, on va parler d'actions du côté de GitHub. Alors, les actions GitHub, il y a tout un marketplace qui existe avec des blocs d'actions qui sont déjà disponibles. Donc, vous faites, je sais pas, du Kubernetes par exemple ou de l'Azure tout simplement, on peut rechercher ici. Et là, on va voir un ensemble d'actions qui sont disponibles. Il existe la même chose du côté Azure DevOps. Et du côté Azure DevOps, ce sera regroupé en fait dans un marketplace tout simplement. Voilà. Ces workflows GitHub sont pour le coup éditables, ou en port format plutôt, un seul format qui est du YAML. Donc c'est du YAML parce que c'est quelque chose d'assez générique. Alors c'est un YAML qui est dédié à GitHub Action, qui est un peu différent du YAML d'Azure Pipeline. Néanmoins, quand c'est manipulé l'un ou l'autre et qu'on connaît en gros le nom des différents objets, il n'y a pas vraiment une grosse différence, sachant que à terme, on aura probablement des mécanismes permettant de transformer un modèle dans l'autre. Donc ces pipelines ou ces workflows chez GitHub vont tourner sur des environnements de compute de type, donc là ce ne sera pas des self-hosted agents ou des Azure Pipeline Agents, ça s'appelle des runners. Là encore, il n'y a pas une très très grosse différence entre un runner côté GitHub versus un runner côté Azure DevOps. Mais basiquement ici, on voit ici le déclencheur, on voit le job, et puis là on vous dit runs on. Et là effectivement, ça veut dire que ça va tourner sur un runner qui s'appelle, donc là, qui sera hébergé chez GitHub, Ubuntu Latest. On a l'équivalent effectivement du côté Azure DevOps. Donc ces runners, soit ils vont tourner de manière hostée effectivement dans l'environnement de GitHub, et dans ce cas-là, GitHub propose des runners sur Ubuntu 20, Ubuntu 18, Mac, Windows Server. Donc, vous voyez que ça se rapproche quand même assez de ce qu'on peut avoir du côté d'Azure Pipeline, où là encore, on a des virtual machines hostées allant effectivement avec Mac, Ubuntu et Windows. Donc pour l'instant, les systèmes sont encore un peu séparés, sachant que ces environnements hosté tourne désormais du coup dans Azure. On a racheté GitHub en 2018 et donc Microsoft, et donc du coup l'environnement GitHub a été migré doucement vers Azure.
On peut également en tant que client dire: «Moi je préfère pas utiliser les environnements hostés, mais je vais utiliser mes propres runners». Et dans ce cas-là, bah, les options qu'on peut avoir, c'est d'utiliser soit une machine, virtuelle, soit un serveur physique, soit des containers, ce qui ressemble là encore, assez, à ce qu'on peut avoir du côté Azure DevOps. Et là ensuite, vous avez toute la documentation qui va vous expliquer les différences entre le fait de hoster et enfin d'utiliser les GitHub hosted versus les self-hosted, et cetera. Donc en gros, quand vous êtes sur du self-hosted, qu'on soit d'ailleurs du côté GitHub comme du côté Azure DevOps, hein, quand vous êtes sur des self-hosted runners ou self-hosted agents, et ben, c'est à vous de manager en gros ces environnements. On va continuer avec ben, les fonctionnalités au-delà de la partie purement euh, repo et purement pipeline. Alors là, on commence à voir les premières différences. Dans Azure DevOps, on a la notion de board. Donc le board, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça vous permet effectivement de gérer vos projets après sous différentes formes. Hem, Avec effectivement, des tableaux de ce type-là. Ça peut être, une approche, Scrum, une approche, CMMI. Et donc en gros, ça permet de gérer, les projets, alors principalement de développement à l'origine, mais maintenant on va dire qu'on peut organiser également, on va dire, la gestion de systèmes informatiques, ou d'un service informatique plutôt avec ce genre de choses. Donc Board, Azure Board est massivement utilisé aujourd'hui. On peut effectivement, quand on l'utilise, choisir le modèle sous lequel on veut l'utiliser en termes de process. Donc ça peut être de l'Agile, du Basic, du Scrum ou du CMI. Et ça va permettre du coup après d'affecter à ceux qui vont gérer des projets, d'affecter effectivement les tâches à faire, les ressources, de gérer les bugs, les changements de fonctionnalité, etc. etc. Donc ça, c'est probablement, un des blocs de services qui sont dans Azure DevOps, qui sont les plus, enfin, qui est plutôt en avance par rapport à GitHub. Là encore parce qu'il y a un historique, il y a une base qui a été construite et il y a beaucoup d'outillage qui a été fait et qui utilise ça. Du côté GitHub, on est sur quelque chose qui est aujourd'hui un peu plus récent, qui s'appelle GitHub Planning. Alors récent dans le sens où c'est actuellement encore en bêta et que donc du coup le GitHub Planning, donc permet soit de voir effectivement sous la forme d'une table, soit sous la forme d'un board, et là pour le coup on se retrouve dans quelque chose qu'on reconnaît également du côté, enfin qui ressemble un peu à ce qu'on a dans Azure DevOps. Mais retenez que cette partie-là, effectivement, de gestion de projet, de planification pour les développeurs, aujourd'hui est encore en bêta dans la partie GitHub. Et donc ça, c'est la différence de Azure DevOps qui lui a une certaine maturité, ça fait des années qu'il est utilisé, hein. Et donc pour l'instant, il y a quand même un avantage, on va dire ici du côté du côté Azure DevOps versus GitHub. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, le GitHub Planning va proposer différentes interfaces, board ou table. Du côté de la gestion des artefacts, ou la gestion des packages, qu'on pourra après, que les développeurs vont pouvoir consommer dans leur application, eh bien, alors du côté Azure, ça s'appelle Azure Artefact. Et donc Azure Artefact va vous permettre effectivement en gros, de créer, de hoster et de partager des packages au sein de votre équipe, de votre organisation. Et là, du coup, on parle de différents types de packages. L'idée encore, là, c'est de partager du code de manière assez efficace au sein d'une organisation, voire dans des pipelines, d'aller réutiliser les mêmes packages pour tout le monde et de contrôler un petit peu les packages et pas de laisser les développeurs aller piocher sur Internet n'importe quel type de package et des packages non contrôlés. Donc, dans Azure Artefact, on va pouvoir gérer ces différents types de packages, NPM, Maven, Nugget, Python, Universal Package. Euh, Et du côté GitHub, eh bien, ça s'appelle GitHub Package. Voilà. Donc là, pour le coup, le nom est un peu différent. Alors, il y a une légère différence entre les deux quand on regarde, notamment sur GitHub Package, on a une notion de container registry, donc avec des registries, des Docker Trusted Registry managés qui seront sous l'URL githubcr.io avec le nom qui va bien derrière. On n'a pas cette notion ici effectivement de stockage en termes d'artefacts, d'images Docker dans Azure DevOps.
Là, pour le coup, on va utiliser Azure Container Service, Azure Container Registry, pardon, qui va faire l'équivalent. Donc, bon, donc ça existe, c'est pas dans le giron entre guillemets Azure DevOps, mais on a la fonctionnalité qui existe également. Et puis ensuite, on a des équivalents, hein, NPM de côté, NPM Registry de l'autre, Apache Maven Registry, on a Maven ici, Nugget, voilà. Et puis il y a quelques petites différences peut-être en fonction des langages. Je vois pas de Ruby de ce côté-là. Alors peut-être qu'on peut le mettre dans les Universal Package, je suis pas certain. Donc quelques petites différences ici qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre en fonction de la techno qu'on va utiliser. Du point de vue intégration, donc du côté GitHub, on a effectivement cette notion de GitHub Integration qui va permettre effectivement de construire des choses dans GitHub et de s'intégrer avec le marketplace de GitHub, qui je rappelle est disponible sur github.com/marketplace, où là on a pas mal de choses qui effectivement, on l'a vu tout à l'heure pour la partie GitHub Actions, mais il y a d'autres choses à l'intérieur. Donc ça peut être des actions, mais il y a également des applications qui peuvent également s'interconnecter, s'intégrer avec GitHub. Si on regarde du côté d'Azure DevOps, hein, là encore, on a l'équivalent avec un marketplace qui s'appelle l'Azure DevOps Marketplace, qui pour le coup est très riche aujourd'hui. Il est très riche parce que effectivement, il a été constitué par un historique de différents éditeurs logiciels également qui sont venus en fait se greffer avec la solution Azure DevOps. Et donc, au-delà des tâches, des tasks qu'on peut avoir derrière, on a des choses pour les artefacts, des choses qui vont venir compléter la partie board, des éléments qui vont venir enrichir les pipelines, les repos. Enfin voilà, là-dessus, pour le coup, l'avantage aujourd'hui est encore à Azure DevOps, peut-être pour le côté intégration avec d'autres solutions professionnelles. Dans GitHub, il y a pas mal de choses également, mais on n'est pas avec la maturité qu'on peut avoir aujourd'hui avec GitHub. Là encore, ça va changer probablement dans le temps, hein, mais aujourd'hui, léger avantage quand même sur la partie Azure DevOps. Partie documentation, il y a une documentation côté Azure DevOps qui va être directement disponible du coup sur le site web de Microsoft. Donc là, tout est bien détaillé avec les différents services dont on parlait tout à l'heure, hein, board, repo, pipeline, artefact. Alors test plan, effectivement, ça c'est une chose, je ne sais pas si je l'ai mis dans mon schéma, on va le voir juste après. Dans Azure DevOps, on a des mécanismes pour tester du code de manière automatisée. Et puis, donc du côté Microsoft, il est intéressant également, si on veut, entre guillemets, monter en puissance, en compétences sur Azure DevOps, d'aller regarder du côté de Microsoft Learn. Il existe une quinzaine de petits cours gratuits allant de l'introduction, ici, jusqu'ensuite la mise en place de pipeline, par exemple, pour builder ou faire directement complètement du CI/CD. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et là, donc, du coup, on a pas mal de choses. Alors, vous remarquerez qu'après, il y a également des formations qui vont être communes, entre guillemets. Là encore, les deux solutions sont sous le giron de Microsoft. Donc là, par exemple, ici, on peut avoir un module qui va dire déployer, maintenir des applications cloud natives, soit avec du GitHub Action, soit des Azure Pipeline. Et là, du coup, on a les deux derrière. Voilà. Du côté de GitHub, la documentation, là pour le coup, reste dans le nom de domaine GitHub, et donc sera au format de GitHub. Voilà, donc là encore, c'est assez lisible. Et donc on va retrouver ici les différentes solutions de GitHub, que ce soit la CLI, le package. Et puis là-dedans, vous n'avez plus qu'à piocher pour aller configurer tout ça. Alors là encore, quand vous êtes habitué avec la documentation Microsoft, celle de GitHub n'est pas tout à fait exactement la même philosophie, mais globalement on s'y retrouve, on arrive à s'y retrouver. Et puis si on ne connaît vraiment pas grand-chose à GitHub et qu'on a envie là encore de monter en puissance par rapport avec la documentation ou des trainings officiels, vous pouvez aller également sur le GitHub Learning Lab. Voilà. Et ici, donc lab.github.com, et là, donc, on vous permet de trouver des cours, et puis vous avez derrière des chemins d'apprentissage, des learning paths, sur différentes choses, alors qui peuvent d'ailleurs après sortir du contexte purement GitHub, parce que vous voyez, une introduction HTML, c'est pas vraiment GitHub en tant que tel. Par contre, allez voir, si on veut commencer à faire des pipelines sur GitHub Action, ici, eh bien, on a des bons exemples pour commencer à faire des pipelines. Et donc, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Qu'est-ce que nous... alors,
chose qui n'existe que du côté GitHub aujourd'hui, c'est Codespace. Alors Codespace, l'histoire est assez intéressante parce qu'au départ, en fait, la solution semblait partir pour être une solution Azure DevOps, avec un Visual Studio Inline, donc avec un IDE en gros intégré directement dans le navigateur et tout un environnement donc, de développement hébergé. Donc c'était en bêta du côté d'Azure DevOps, ça a disparu puis c'est réapparu sous le nom GitHub Codespace. Et donc là, pour le coup, du coup, on a un environnement, un environnement de développement directement qui est intégré complètement dans le navigateur. Euh, et donc qui permet de travailler en ayant juste simplement une machine qui a un navigateur compatible. Pour ceux qui sont sur GitHub, si vous voulez juste en voir, alors, sans avoir toutes les fonctionnalités, hein, mais si vous allez sur votre GitHub, ou sur un autre GitHub d'ailleurs, ça marche aussi, hein, et que vous allez dans un repo, donc on va prendre par exemple voilà, celui-ci, et bien vous appuyez sur la touche point, tout simplement, de votre clavier, et automatiquement, ça va vous démarrer l'environnement. Donc vous pouvez choisir ici le thème, on va prendre le thème dark, voilà. Et là, automatiquement, ben, je suis dans mon environnement Codespace. Enfin, là, je suis dans Visual Studio Code, mais c'est l'environnement que vous aurez dans Codespace. Donc là, j'ai un VS Code qui est dans un navigateur. Et ben, Codespace, c'est la version plus poussée dans le sens où vous aurez tous les process derrière, effectivement, de compute, etc., d'outillage, de stockage, etc. Voilà. Donc Codespace, c'est très intéressant. Alors on peut également utiliser Codespace depuis son desktop, c'est-à-dire qu'on peut avoir une intégration avec Visual Studio Code, mais derrière avec tout le compute et le stockage qui est fait du coup dans Codespace et non pas localement. Donc ça, on va dire avantage GitHub sur cette solution-là, vu qu'elle n'existe pas à ma connaissance dans Azure DevOps. Et puis, il faut également penser que là, on parle de cloud ou d'environnements qui sont hostés. On peut avoir des contraintes des fois réglementaires, des contraintes techniques réseau. Et donc, on peut avoir besoin effectivement d'avoir ce type de solution à demeure dans un data center. Donc, il existe des deux côtés une version installable sur site. Donc, du côté d'Azure DevOps, ça s'appelle Azure DevOps Server. Et donc Azure DevOps Server, on peut instancier la solution sur un ou plusieurs serveurs. Donc ça peut être un déploiement relativement simple qui sera donc sur une seule machine, et puis on vous donne les prérequis pour la machine, un minimum, un dual processeur, 4 Go de RAM, un disque dur rapide. Bon, ça c'est vraiment le minimum du minimum. Et puis effectivement, quand on sera dans des gros environnements, là on va commencer à parler d'un déploiement multiserveur. Et là, multiserveur, ça veut dire qu'effectivement, on va commencer à clusteriser un petit peu tout ça, avoir une base de données. Alors la base de données, c'est du SQL Server qui va tourner derrière. Donc là encore, ça veut dire que pour avoir des bonnes performances, on va devoir probablement mettre en place du cluster SQL, etc. Sur le SQL Server, en fonction de la typologie de déploiement qu'on va faire, soit on partira sur des licences entre guillemets gratuites, quasiment du Express, soit on peut aller effectivement sur des environnements un peu gros qui ont besoin de haute résilience sur la partie database. Et donc là, du coup, on sera sur du mode Enterprise avec du clustering, etc. On est sur un environnement à demeure. Donc l'authentification d'Azure DevOps Server qui fonctionne donc sur du Windows Server se fera naturellement avec le mécanisme d'identité classique dans le monde Microsoft, à savoir Windows Server Active Directory, voilà, tout simplement. Si on va du côté de GitHub, en fait GitHub a également une solution sur site qui s'appelle GitHub Enterprise Server, qui doit être basé sur du Linux, si je dis pas de bêtises, et qui là, pour le coup, sur la partie authentification, il va falloir le relier effectivement à un système d'identité. Alors, un système d'identité type soit par du SAML, soit un système d'identité très classique dans le monde du data center également, hors Microsoft, on va dire, tout ce qui est authentification sur un annuaire LDAP. Voilà. On aura différentes petites options qui vont permettre de limiter également qui a le droit d'utiliser le serveur. Mais voilà, sachez que la solution, elle existe effectivement à demeure également, le Enterprise Server. Et puis, il faut penser au support. On est sur des solutions ici pour des organisations. Mon discours est plus pour des organisations, non pas pour des projets open source publics, mais sur des organisations effectivement qui ont besoin derrière de faire tourner cet outillage, il y aura besoin également de support, d'accord. Donc le support d'Azure DevOps est intégré, donc ça fait partie effectivement du package, de prendre un certain type de support juste au cas où.
Et puis du côté, GitHub Enterprise Cloud, donc là pour le coup, ça va être un peu plus compliqué. C'est assez rare en général que la partie, licensing soit plus compliquée, que chez Microsoft. Mais bon, là on va dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'un peu, à plusieurs étages, on va dire. Donc dès qu'on va vouloir bénéficier de support, et ben, il va nous falloir du GitHub Enterprise Cloud. C'est le GitHub Enterprise Cloud qui va vous proposer 3 niveaux de support. Donc il y a un niveau de support, de type entreprise, qui est disponible, nativement avec le Enterprise Cloud. Et ensuite, on peut avoir des supports mieux ou plus avancés, qui du coup sont le Premium Support et le Premium Plus. Donc si on fait un quatrième, il s'appellera peut-être Plus Plus. Mais donc vous avez tout le détail derrière. En gros, la différence entre les niveaux de support traditionnels versus Premium Plus va vraiment se jouer en fait en gros sur les heures sur lesquelles le support est disponible ou les jours. Donc là on est par exemple ici sur les 5 jours ouvrés d'une semaine. Là on a un 24/7. Et ensuite ça va être les temps d'intervention derrière et les réponses initiales. Ça peut être là inférieur à 8 heures, 4 heures, etc. Donc vous avez tout un tableau derrière. Je vous mettrai des liens dans l'article associé à cette vidéo. Et puis après, vous avez également des options dans les versions premium. On peut avoir des schedules health check, là, qui seront une fois tous les 6 mois, là, ce sera une fois tous les 3 mois. On peut avoir également de l'assistance pour la partie administration dans les versions premium plus. On peut avoir des cours virtuels pour s'entraîner, enfin de training, etc. Donc bon, c'est plus cher, donc c'est mieux, il y a plus de choses. Et du coup, donc ce qui est inclus de base avec effectivement la partie Enterprise Cloud, c'est le Enterprise Support, donc la version de base, et puis après on monte dans la chose. À noter, c'est que quand on parle du GitHub Premium Support, ça s'applique également, ou du support entreprise, ça s'applique à GitHub Enterprise Server. Donc si vous installez la solution sur site, il va bien falloir potentiellement du support en instant T. Et c'est là effectivement que les supports et que le Enterprise Cloud Package va vous permettre d'activer Enterprise Server. À noter, c'est qu'on peut avoir un Enterprise Server et se dire je veux le relier, le synchroniser avec des repos que j'ai également dans la partie hostée. Dans ce cas-là, on va passer par un composant qui s'appelle GitHub Connect. Et GitHub Connect va vous permettre du coup de rechercher en gros dans les repos GitHub depuis Enterprise Server. Donc on va relier les deux ensemble. Et là encore, c'est disponible, mais c'est disponible dans l'offre Enterprise Cloud. Du côté sécurité, alors sans rentrer trop dans le détail, c'est pas le but de cette vidéo, mais globalement en termes de sécurité, l'authentification pour Azure DevOps va être basée bien entendu sur de l'Azure Active Directory. D'accord. C'est le truc de base. On va pouvoir utiliser, le projet Azure DevOps sera lié à un tenant Azure. Donc tout à l'heure, quand j'étais sur mon environnement ici, j'avais bien mon utilisateur ici, et donc là j'étais bien sur mon directory, là c'est mon tenant qui est celui de Microsoft. Donc on a différentes options pour la partie authentification. On peut utiliser de l'authentification double facteur, on va pouvoir utiliser probablement du conditional access. Et puis ensuite, il y a d'autres méthodes d'authentification qui peuvent servir à l'intérieur des pipelines ou des projets. Ça peut être l'authentification par clé SSH, c'est assez classique dans le monde de Git. L'utilisation de PAT, de Personal Access Token, une configuration haute. On peut utiliser ADAL. Et puis l'authentification Windows, assez classique. À retenir un point important, c'est que jusqu'ici, il y avait dans Azure DevOps un composant qui s'appelait le Microsoft Security Code Analysis. Donc c'était une extension en gros qui permettait, comme son nom l'indique, d'analyser du code source dans le cadre d'un process SDL. C'est ce qui est recommandé en tout cas quand on met en place un process SDL, un Secure Development Lifecycle. À noter, ça c'est le point important. À partir de mars 2022, donc on s'en rapproche. Ce composant-là, entre guillemets, sera déprécié. Et donc on encourage en remplacement de prendre d'autres outils, alors notamment par exemple les outils de l'OWASP, qui je le rappelle est un organisme, une fondation dont la mission est d'aider à améliorer la sécurité, notamment du web. Et donc ils ont des outils disponibles en open source. Et donc on encourage plutôt à prendre ces outils. Donc ça veut dire que la partie analyse de code de sécurité est en train de disparaître on va dire de l'offre Azure DevOps. Du côté GitHub, par contre, là, on a plutôt à l'inverse une montée en puissance sur le sujet. Alors bon, GitHub, on peut se connecter à GitHub en authentification forte. Ça, d'ailleurs, au passage, c'est recommandé aujourd'hui d'activer pour les organisations
du two-factor authentication sur des repos GitHub. Le repo GitHub, ça sécurise au même titre que les autres choses et encore plus, je dirais. Authentification forte, ça peut vouloir dire utiliser un téléphone avec un SMS, ça peut vouloir dire utiliser une application authenticator, ou alors, par exemple, des clés de sécurité de type FIDO, enfin comme celle-ci par exemple. Je sais pas si voilà, le zoom se fait à peu près bien, voilà, hop, on va le faire ici. Bon, j'étais pas sur la bonne caméra. Voilà, de ce type-là. Donc voilà, ça c'est encouragé de le faire. Vous avez tout le détail dans la documentation, c'est plutôt bien fait. Et puis il y a un composant qui s'appelle GitHub Advanced Security qui va proposer effectivement, et donc ce composant effectivement est aujourd'hui à mettre en avant parce qu'effectivement c'est dans l'usage de GitHub, on encourage fortement effectivement à sécuriser tout ça. D'accord. Et d'avoir des feedbacks en termes de sécurité chaque fois que des choses sont poussées dans un repo, l'idée étant d'éviter de mettre dedans des secrets, d'avoir des vulnérabilités, etc. D'accord, on est vraiment dans la démarche SDL appliquée, pas forcément à l'environnement purement Microsoft. Donc dans ce bloc-là, on va avoir deux grandes notions. La sécurité du code en tant que tel, où là effectivement on va avoir de l'analyse de code sur des repos open source ou des repos privés d'entreprise. On va avoir également de l'analyse des dépendances, de vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans les dépendances utilisées. Là encore, on construit du code aujourd'hui en s'appuyant en général sur du code fait par d'autres personnes, avec des librairies et autre chose. Et donc c'est important effectivement d'analyser tout ça. Donc là, Code Security va s'appuyer notamment sur Dependabot, qui va vous permettre effectivement de checker sur les pull requests, etc., de faire de l'analyse de la vulnérabilité ou pas des dépendances. On a également dans GitHub Advanced Security la notion de secret scanning, c'est-à-dire être capable d'analyser s'il n'y a pas la présence de secret. Alors le secret, ça veut dire pas mal de choses. Ça peut être une chaîne de connexion à une base de données, ça peut être un login mot de passe, ça peut être une clé SSH privée, ça peut être une clé d'API, etc., etc. Et donc on a ce composant-là qui est disponible à partir du moment effectivement où on a souscrit à la partie GitHub Enterprise Cloud. Donc qu'est-ce qu'on voit ici finalement, c'est que cette partie-là qui était intéressante côté Azure DevOps disparaît, celle-ci est en train de monter en puissance. Et donc ça, c'est un avantage ici clairement pour GitHub. Alors, il faut savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû le dire, c'est qu'aujourd'hui on a encore, enfin historiquement du coup on a eu deux organisations, l'ensemble des équipes qui, développent et qui supportent et qui maintiennent Azure DevOps, côté Microsoft. Et puis quand on a racheté en 2018 GitHub, du coup on avait les équipes GitHub. Donc on s'est retrouvé finalement avec en parallèle des équipes qui faisaient à peu près la même chose. Ici vous voyez bien que je fais des parallèles fonctionnels et que c'est assez similaire des deux côtés. À terme, le but est de fusionner tout ça, de ne pas avoir effectivement deux équipes chaque côté qui développent la même chose. Donc les équipes ont commencé à se rapprocher, certaines ont même fusionné pour au moins travailler de la même manière sur le même sujet, après quitte à le réimplémenter des deux côtés. Mais globalement, à terme, on risque quand même de ne garder qu'une seule solution. Il est assez, voire très probable effectivement que ce soit à la fin sur GitHub que se terminera l'ensemble du packaging de la solution, quitte à réinjecter des technologies qu'on avait dans Azure DevOps directement dans GitHub. Le passage de la disparition d'Azure DevOps n'est pas encore préprogrammé, il est largement aujourd'hui utilisé dans pas mal d'organisations, et donc on ne va pas le switcher du jour au lendemain, mais il est clair qu'au fur et à mesure du temps, on va commencer de proposer des mécanismes de passerelle permettant de passer ou de migrer de l'un à l'autre assez facilement. Alors déjà, on s'aperçoit qu'on encourage également l'usage pour la partie repo plutôt de GitHub aujourd'hui, sachant qu'on peut utiliser GitHub Repo, enfin on peut lier GitHub à des composants qui sont dans Azure DevOps. Les pipelines, par exemple, peuvent tout à fait s'exécuter sur un changement d'état d'un repo GitHub, et donc pas forcément que d'un repo Azure Repo. Partie management, donc quand on va utiliser de l'Azure DevOps, on va avoir la notion d'organisation. Donc on est lié à une organisation, et dans une organisation, en fait, on va avoir des projets. D'accord. Donc tous ces projets sont toujours liés, alors là encore c'est toujours lié à l'Azure Active Directory, donc sur un projet, les droits qu'on pourra avoir en termes d'utilisateur ou d'administration seront liés à son appartenance ou pas à des groupes, ou alors l'utilisation de comptes de type Service Principal pour des choses automatisées, et puis une notion d'utilisateur, là encore avec l'utilisation effectivement de MFA, de Azure MFA. Voilà.
L'accès à tout ça, effectivement, va passer par dev.azure.com. Donc dev.azure.com vous amène ici sur la page d'Azure DevOps. Et puis quand vous êtes déjà logué, effectivement, vous cliquez ici sur Sign In et là vous arrivez effectivement directement sur votre page d'accueil d'Azure DevOps avec l'ensemble des projets sur lesquels vous êtes associé, également l'ensemble des organisations sur lesquelles vous êtes associé. Voilà. Vous avez du détail ici sur les nouveautés, parce qu'il y a quand même des releases qui sont régulièrement. Aujourd'hui, la cadence est un peu plus élevée côté GitHub, mais il se passe encore pas mal de choses côté Azure DevOps. Et puis ensuite, on peut aller paramétrer les éléments liés à son organisation ici, avec la notion de permission, de policy, et puis après, les agents que vous allez utiliser, est-ce que ce sera des self-hosted, est-ce que ce sera des agents hostés par Microsoft, etc. Vous pouvez créer ici un nouveau projet directement depuis l'interface et là choisir effectivement quand vous allez créer un nouveau projet sur DevOps, si ce sera un projet complètement privé, si c'est un projet d'entreprise qui sera donc lié aux membres de votre organisation, donc là directement au groupe Azure Active Directory, ou si vous voulez faire un projet public tel qu'on peut l'avoir, bien que je vous l'ai dit, pour le public, on va plutôt avoir tendance à utiliser GitHub. Au-delà de ça, on a une CLI. Donc la CLI en fait va se baser sur la CLI d'Azure. Elle sera simplement une extension à la CLI d'Azure. Donc pour ajouter l'extension, il vous suffit de faire un AZ extension add et ensuite de simplement de dire -name Azure DevOps. Et là, il va vous installer l'extension. Et à partir de là, donc il y a un peu de paramétrage à faire. Pour configurer, vous allez configurer sur quelle organisation vous allez vouloir vous connecter, par défaut sur quel projet vous voulez vous connecter. Puis à partir de là, du coup, vous allez pouvoir manipuler certains éléments d'Azure DevOps directement via la CLI. Alors, je crois que je dois l'avoir installé quelque part. Non, je ne l'ai pas installé. Donc, si vous avez installé l'extension, et bien simplement en faisant AZ DevOps, vous aurez toute la partie effectivement gestion du projet. Et puis après, vous avez du pipeline, du board, du repo, hein, et puis après tout un ensemble de commandes. Donc on peut faire pas mal de choses en fait avec la CLI d'Azure. Et puis il existe également un provider Terraform pour ceux qui font de l'infra as code. Donc que vous allez configurer et donc vous allez l'associer. Donc c'est un provider tout à fait classique. Vous allez l'associer ensuite. Il va lui falloir donner un identifiant pour qu'elle puisse se connecter. Et ensuite, vous allez pouvoir créer des ressources Azure DevOps directement depuis du code Terraform. Donc, je ne sais pas, créer par exemple un nouveau projet, ça c'est assez simple. Vous créez un nouveau projet directement via de l'infra as code avec dans quel mode par exemple vous voulez démarrer votre repo, est-ce qu'il sera visible ou pas, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a il y a quand même pas mal de composants qui sont disponibles, il n'y a pas tout. Mais du coup, ça permet déjà de bootstrapper, entre guillemets, pour un nouveau projet, de dire, ok, tout l'environnement Azure DevOps, ou une partie en tout cas, je vais directement le créer par de l'infra as code et faire quelque chose d'assez générique pour que je n'ai plus qu'à faire passer quelques paramètres à mon code d'infrastructure et pour générer tout ça. Côté GitHub, eh bien là encore, on est basé sur une notion d'organisation et cette organisation, en fait, elle va être liée, alors ça va vraiment être lié à un ou plusieurs repos et à la notion de Teams. Alors, GitHub, en fait, n'est pas un fournisseur d'identité, hein. Donc, du coup, ça veut dire que si on commence à utiliser des équipes avec des users à l'intérieur, on va s'appuyer sur un fournisseur d'identité. Il y en a deux qui sont, on va dire, intégrés ou utilisés par défaut quasiment. Donc, on a Azure Active Directory, on a Okta également qu'on peut utiliser. D'accord. Et donc une organisation va être liée à des utilisateurs et on va pouvoir inviter en fait des utilisateurs à rejoindre une organisation. Donc on a une notion d'invitation et puis on va dire effectivement je peux inviter des extérieurs à mon organisation simplement avec leur nom GitHub ou leur adresse email et donc à partir de là on peut faire toute la partie. Donc vous voyez qu'il y a une notion ici de invite member et puis ensuite on peut rajouter des gens. Donc c'est vrai que pour du projet on va dire collaboratif, pas limité uniquement à une organisation, GitHub est probablement plus adapté que les DevOps. Donc le portail, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire que c'est github.com. Néanmoins, le plus intéressant, c'est qu'il y a une CLI également pour GitHub. Donc, cette CLI est disponible si vous allez sur github.com/CLI/CLI. Et donc la CLI va vous permettre de faire quelques opérations sur GitHub directement en ligne de commande, notamment voilà. Alors vous pouvez l'installer sur les différents OS avec les différents package managers. Et puis, elle permet de faire 2-3 trucs derrière.
directement en ligne de commande. Alors plus intéressant peut-être, pour moi, en tout cas je pense, c'est qu'il existe également un provider Terraform pour GitHub et qui va vous permettre effectivement de faire différentes ressources GitHub directement avec du code Terraform. Donc là, on passe par un provider, là encore, et ensuite on va pouvoir créer. Donc je sais pas, vous voulez créer une nouvelle branche, et bien voilà, vous allez simplement dans votre code Terraform créer une ressource type GitHub branch, développement, etc. Donc là encore, très pratique pour bootstrapper, on va dire, un environnement de repo ou de pipeline directement depuis Terraform, avec un seul et même outil. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on peut faire des workflows directement, je vais essayer. Bon, le workflow c'est un fichier YAML, donc en fait non, il n'y a peut-être pas forcément besoin de le créer. Voilà. Hop, dézoomons un petit peu tout ça. Et ben là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc oui, il y a pas mal de petites choses en face. Que doit-on retenir finalement à la fin de ces quelques minutes qu'on a passées ensemble? Que les deux produits sont bons. C'est la première chose à retenir. Qu'ils ont beaucoup, beaucoup de similarités. Et qu'en fait, le choix de faire l'un ou l'autre va dépendre de petits éléments qui peuvent être liés à du langage, à la volonté ou pas de faire des projets ouverts et open source, ou alors, à contrario, d'avoir des choses qui sont assez fermées, contrôlées par des mécanismes d'identité qui sont déjà mis en place et natifs, comme Azure Active Directory. Donc, les deux ont leur tarification qui n'est pas si différente que ça finalement. On peut également contractualiser du GitHub auprès de Microsoft, hein. Et vous avez même aujourd'hui, si vous avez des contrats MSDN, il existe des contrats MSDN incluant du GitHub entreprise. Donc on va dire le silotage est en train de un petit peu de disparaître. Les deux solutions peuvent être utilisées en conjonction. Généralement, souvent, si vous arrivez sur une organisation et que vous devez travailler avec ce type de produit ou de service, il faut regarder s'il y a un existant déjà Azure DevOps. Déjà, peut-être probablement de continuer dessus, d'essayer de transformer, au moins de moderniser les pipelines qui sont en Classic UI pour en faire du YAML, et puis ensuite évaluer si effectivement il y a de la pertinence à utiliser du GitHub. Donc s'il y a beaucoup de boards utilisés côté Azure DevOps, pour l'instant par exemple GitHub n'est pas forcément le meilleur choix. S'il y a des grosses contraintes sur la partie sécurité, on en a parlé ici, ça vaut peut-être le coup de regarder ce qu'il y a de disponible. Et puis du côté, si on part de rien, si on n'a pas encore de solution de type repo d'entreprise ni de CI/CD, ça vaut peut-être le coup du coup directement de partir sur GitHub, parce qu'à terme, les investissements vont probablement migrer plus sur la partie GitHub que sur la partie Azure DevOps. En tout cas, si aujourd'hui on compare les releases et les innovations qui sont faites d'un côté et de l'autre, la tendance est quand même du côté plutôt GitHub, qui est en train globalement de rattraper ces différences par rapport à Azure Repo. Je pense notamment effectivement à Planning. Et puis Package également s'est amélioré récemment. Là ensuite, sur les parties pipeline, on va dire que les Azure Pipelines sont un petit peu plus matures aujourd'hui parce qu'il y a un historique probablement dessus. Sachant que les GitHub Action, aujourd'hui, il y a un gros push qui est fait dessus et que du coup, l'écosystème est en train de massivement adopter GitHub Action et les mécanismes derrière. Voilà. J'espère que du coup, c'est un petit peu plus clair pour vous sur la différence entre les deux et comment les positionner l'un par rapport à l'autre. Je vous remercie, à bientôt.